Bien que pour cette troisième table ronde, on va partir de la base, le bien-être vécu, à savoir celui de Raymond, de James, dans une relation avec l'institution, une institution. Je vais quand même présenter donc l'ensemble des intervenants. Alors, j'ai la chance d'avoir un peu plus de parité. Donc, je vais présenter le docteur Catherine Alvan, qui est médecin, directeur du bien-être, je fais une pause, et du soin au groupe ACPPA, voilà, je ne me trompe pas. Ensuite, docteur Laure Cloarec-Blanchard, qui est médecin référent nutrition du groupe ADEF Résidence, jusque-là j'ai bon. Jean-Luc Gratalou, qui est directeur de 2 établissements médicalisés. La famille de Raymond, c'est-à-dire Liliane et Raymond, qui font partie prenante et vivante d'un de ces établissements actifs, ainsi que James Pellerin à ma droite, qui est un parent dont l'enfant est dans un de ces établissements. Gilles Fumet, qui est professeur de géographie. C'est le truc magique. Ça n'a rien à voir, mais ça rassure le micro. À la Sorbonne, donc, et puis et à ce titre responsable du master culture alimentation, voilà, et auteur, parce que moi-même je viens de l'acquérir, donc je justifie mon achat à moi-même, de l'Atlas de l'alimentation aux éditions CNRS. Bon, c'était la petite page de... Et puis, à l'extrême de la tribune, je n'ai pas dit à l'extrême droite, Yves Constantini, c'est toujours confusant hein, quand même ça. Constantinides, en plus que ça dépend de quel point de vue on se place, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est philosophe, formateur en éthique médicale et président du comité d'éthique à l'ADEF. C'est ça, voilà. Alors, je pense que avant de parler de bien-être de façon éthérée, pointue et transversale, qu'on va essayer de faire, et puis de stimuler, de repartir avec énergie et des bonnes idées, c'est intéressant de voir ce qui se dit du bien-être là où il est censé exister. C'est pour ça que Raymond est venu parmi nous. Et le bien-être, c'est manger. Et en fait, on souhaitait que Raymond témoigne de la façon dont ça se passe là où il mange, savoir si c'est bon, Raymond, si ce que vous mangez habituellement, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Merci. Il y a certains plans, on n'arrive pas à les finir. Est-ce que c'est trop copieux ou... Non, c'est pas que c'est trop copieux, mais c'est bourratif, si tu veux. Raymond, ce serait mieux des choses un peu plus fines, un peu plus goûteuses. Un peu plus goûteuse. Meilleur goût. Meilleur goût. Dans l'ensemble, ça va? Ça va, ouais. Dans l'ensemble, ça va. Ça ressemble à la maison? Manger là-bas? Est-ce que c'est pareil à la maison ou pas? À la maison, c'est pas pareil. C'est comment? C'est meilleur ou c'est pas pareil? C'est quoi? Hein? Est-ce que tu viens de manger à la maison aussi? Ouais. On est des bonnes cuisiniers. Hein? Ouais. Je pense qu'il y a des amis pour manger aussi. Ouais. Il y a des amis pour manger. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, non. Il y a les amis, ouais. Bon, ça c'est bien pour manger ensemble. Ouais. Il mange avec ses amis là-bas. Hein? Ouais. Puis vous avez essayé de s'adapter, vos tables sont adaptées. C'est s'adapter, ouais.
Et on a une chance, c'est que les tables soient adaptées. Ça, c'est une vraie chance. Ouais. Et les textures aussi sont adaptées. Et les textures aussi, elles sont adaptées, les textures. Hein. Il n'y a pas les trop gros morceaux. Il y a des moments où il y a des... Il faut... Et c'est ça qui est bourratif, les gros morceaux. Ouais, il y a des moments, quand il y a des grosses quantités, c'est bourratif. T'as des copains qui mangent mixé. Et j'ai des copains qui mangent mixé, comme ma copine, ouais. Ça, c'est Jocelyne, hein, c'est ça. Ouais. Jocelyne. Ouais. Ouais, c'est sympa de manger avec Jocelyne quand même. Ouais. Manger avec Jocelyne, c'est mieux qu'à la maison? Ça, c'est... Elle va... Il y a des frangines. Ah oui, je sais, là. En fait, Raymond est très diplomate. Voilà, c'est vrai. Parce que le centre est sa maison. Ah oui. Il a le sens du consensus. Oui, il est Je crois que très c'est bien ça. diplomate. ça, c'est Merci Raymond. Puis c'est bon, parce que... On remarque à la maison aussi, quand je donne des coups de main et... Parce que j'aime bien faire la cuisine. J'aime bien faire la cuisine aussi. Hein, Célite? Oui, j'aime bien participer. Ouais. Il y a Raymond Jardine. Et ce qu'il y a, c'est que je jardine aussi. Et tu manges ce que tu gardes. Ouais. C'est meilleur. Et je mange ce que je jardine aussi. Et quand c'est vous qui l'avez jardiné, c'est meilleur. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. C'est 10 fois plus frais. Ah oui, d'accord. Ils ont du boulot encore à la maison là. Faut que ça soit frais comme votre jardin. Les jardins sont adaptés aussi. Hein? Ouais. Les jardins sont adaptés. Et On va demander à James aussi un peu, vrai. Raymond. Ouais. Hein, d'accord? On va demander un peu à James ce qu'il raconte. Quelques détails peut-être pour compléter ce que dit Raymond. Oui, je vais déjà me présenter aussi parce que je suis papa d'une jeune fille, je dirais. C'est parce que nos enfants restent encore nos bébés, malheureusement, hein, et heureusement peut-être parce que c'est aussi notre cocon familial. En tant que parent, ma fille a 46 ans aujourd'hui, enfin cette année, et c'est vrai que depuis sa naissance, ça a été compliqué aussi bien pour la nutrition que pour son évolution physique et mentale, puisque c'est une enfant handicapée mentale profonde avec cécité totale. Et c'est vrai que ça complique les choses quand on n'a pas suffisamment d'étais en même temps pour aider à faire évoluer nos enfants, surtout dans l'alimentation, parce que moi je sais qu'on a beaucoup bataillé, énormément bataillé et profondément bataillé pour qu'elle prenne une stature d'adolescente, puisque aujourd'hui elle fait 26 kilos. Voilà, mais c'est une enfant, pour moi c'est resté une enfant adolescente. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aussi on assume totalement nos responsabilités de parents, mais ça c'est les évolutions de la vie, comme je dis, chacun a ses problèmes et ses ennuis, on les assume à deux. Voilà. Donc, et le bien-être, son bien-être, c'est nous, c'est elle, c'est nous.
On a des échanges très, très minimes, puisqu'il n'y a pas de communication, mais on ne sait pas si la nourriture, pour elle, ça lui apporte quelque chose. On sait que ça la maintient certainement, je dirais presque en vie, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on a le soutien des équipes, que ce soit pour Raymond ou pour les autres résidents de l'établissement. C'est important d'avoir des échanges, surtout avec les équipes et le service médical, bien sûr. Puisque là, à l'instant même, ça vient de se produire. C'est ce que je disais à Jean-Luc, le directeur. L'infirmière vient de m'appeler en me disant votre fille, elle a une carence en fer qu'on vient de détecter aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir le suivi médical et le suivi de toute l'équipe éducative et l'échange qui doit faire qu'on doit avancer avec toute l'équipe. D'accord. Donc l'alimentation, il y a peu de signaux, hein, c'est ce que vous dites, mais en même temps, c'est tout, enfin, c'est beaucoup, disons. C'est beaucoup. Les signaux, il y en a très peu, on ne peut pas dire, parce que elle va manger correctement deux repas. Le troisième, on ne saura pas pourquoi. L'assiette partira, on n'aura pas compris pourquoi. Ce que j'en pense, c'est que c'est important d'être nombreux à avoir la chance de capter un de ces signaux. Ouais, d'accord. Ok. Il faut qu'il y ait l'équipe pluridisciplinaire en même temps qui aide la famille et qu'on ait des échanges de communication importantes, parce que c'est ce qui compte avant tout. C'est la communication qu'on doit avoir entre tous. C'est l'or, hein, je crois. Ouais, pour l'or, évidemment, l'alimentation, c'est vital. Et pour tous les pensionnaires, en fait, c'est un moment très important. Je pense que on a la chance, on a une grande chance quand même dans nos deux établissements que gère Jean-Luc Gratalou, d'avoir en même temps une structure qui fait que la cuisine est adaptée et que les gens qui y travaillent, les professionnels qui y travaillent sont compétents et très, très à l'écoute. On voit les textures qui sont modifiées, on voit des présentations parfois qui attirent l'œil déjà et qui donnent envie, parce que souvent ça suffit pas d'avoir un plat, mais il faut qu'il soit présenté, qu'il soit appétissant, qu'on ait envie de le dévorer de la vue déjà. Et vous êtes exigeant parce que vous êtes cuisinier en plus. Bah, oui, j'ai fait 42 ans dans la cuisine et maintenant je suis... Pas question de donner... non, mais je suis pas critique envers quiconque. Hein. Je trouve qu'il y a une volonté personnelle avant tout de vouloir faire plaisir. C'est le plaisir avant tout qu'on doit donner. Voilà, pour moi c'est ça. Donc l'expérience, ça peut rendre tolérant au contraire, si le geste, le lien est là pour donner à l'alimentation son sens profond. Oui, tout à fait. Okay. Alors on va faire un saut dans le sens de l'alimentation un peu stratosphérique pour partir dans la réflexion. Je fais exprès de donner la parole à Yves derrière, parce que lui, paradoxalement, il a cette idée qu'aujourd'hui on vit dans une société, le bien-être, on vient de voir à quel point c'est important, et ça peut être, alors c'est pas le diable, mais c'est le bien-être qui est caché dans les détails là. Et néanmoins, on est baigné dans une société qui globalement vit dans l'injonction du bien-être. Oui, merci Laurent. Bonsoir à tous d'abord et merci aux organisateurs, hein, je ne vais pas oublier de le dire. Merci à Julien, Alexandra et Marianne aussi pour leur accompagnement. Il y a une injonction du bien-être effectivement dans notre société, vous le savez, hein, il y a des instituts de bien-être partout. Il y en a même un, j'avais pris la photo pour un exposé qui s'appelle Bulle de soins. Vous voyez, on joue sur le langage un peu médical, prise en soins, etc. Voilà. Donc il y a cette injonction d'être bien dans sa peau qui est assez paradoxale et normative. Hein. On a l'obligation de paraître bien, l'obligation d'être bien, et tout le monde n'est pas bien dans sa peau, évidemment. Voilà. Donc je dirais il faut distinguer cette idéologie du bien-être, du vrai bien-être, qui est d'abord une harmonie psychophysique, hein, qui est d'abord quelque chose de très subjectif et qui ne peut pas être standardisé. Il n'y a pas de règle du bien-être comme on le fait penser aujourd'hui, d'être sportif, d'être ceci, d'être cela, d'être mince, etc. Voilà. Du coup, on est nombreux à être hors du bien-être, mais il y a ce rapport subjectif. Vous avez cité Hippocrate tout à l'heure dans une autre table ronde, mais cette idée qu'il ne peut pas y avoir de normes de la santé ni de normes du bien-être.
Et le bien-être, c'est d'abord comment je me sens dans mon corps. Et pour avoir travaillé la question du corps, aujourd'hui, c'est le grand malaise. Il y a un malaise par rapport à son corps, il y a un dédoublement. Les gens regardent leur corps de l'extérieur, le jugent en fonction de normes impossibles ou difficilement réalisables. Donc, se sentent toujours en décalage par rapport à des normes du bien-être, alors que ça devrait être leur jugement qui permettent de dire s'ils sont bien ou pas dans leur peau. Donc voilà, je pense qu'il y a un télescopage entre cette idéologie massive et permanente et la sensation interne qu'on peut avoir de son corps et de son ressenti corporel. Le titre que vous affichez m'oblige à vous donner la parole, puisque directeur, vous dirigez le bien-être. Alors, non, pardon. Je ne dirige pas le bien-être. Directeur bien-être et soins, parce que dans notre association ACPPA, j'ai été pendant 6 ans directeur médical, et nous avons une réflexion sur un pilotage de l'accompagnement en général de nos résidents, puisque l'association gère 42 EHPAD, des foyers, des résidences autonomie et des résidences services, donc plutôt de la personne âgée. Et la volonté était de piloter un accompagnement global. Et on voit bien que pendant 6 ou 7 ans, j'ai travaillé en tant que médecin sur le projet nutrition. Et puis, il y avait un directeur hébergement qui travaillait avec les chefs sur le projet restauration. Rien que sur ce sujet, piloter un seul projet ensemble, le bien-être et le soin, permettait de travailler sur ce sujet, mais comme sur les autres, la prévention de l'hygiène et de l'infection liée aux soins, c'est aussi de la prévention avec l'hygiène environnementale. Donc d'avoir le même pilotage permettait de porter un projet entre 2 équipes qui souvent se parlent peut-être un peu, beaucoup en fonction des établissements, mais qui sont quelquefois, souvent quand même, chacun dans leur cabane, comme disait la table ronde précédente. Et donc, ce titre, voilà, il fallait trouver un terme, directeur hébergement et soins était pas trop joli, et ne représentait pas la volonté de vouloir, pour le résident, du bien-être, mais aussi du soin. Et on porte sur le projet, par exemple, nutrition, l'alimentation plaisir, alimentation soin. On essaye d'associer au moins en sémantique, et la sémantique fait le reste après en termes pédagogiques. On associe toujours cette notion, parce qu'on ne peut pas être que en plaisir ou que en soin. On l'a vu depuis ce matin, que sur ces projets d'alimentation, on n'est pas que d'un côté ou que de l'autre. Il faut vraiment une balance, et le balancier doit se retrouver au milieu, d'où le titre choisi par le groupe ACPPA, du directeur bien-être et soins. Une amorce de prise de parole de Loisy, Dr. Blanchard, sur le plaisir, le bien-être. Alors, moi, donc, je suis médecin référent nutrition du groupe ADEF Résidence, donc il y a environ 45 établissements qui sont à la fois des EHPAD et des résidences handicap, et puis un SSR. Et je suis à la fois donc aussi en charge du soin au niveau du siège et aussi référente nutrition. Donc il y a toujours eu en effet cette association du soin et de la nutrition. Et quand je suis arrivée dans le groupe il y a 2 ans, j'avais une mission essentielle. Le problème déjà, c'est de la connaissance de l'état nutritionnel des résidents. Parce que déjà, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais souvent, c'est méconnu, quoi. Il y a beaucoup de résidences où on ne connaît pas le statut nutritionnel. Donc, quelquefois, on ne se bat pas avec forcément les bons outils si on ne sait pas si la personne est dénutrie, si elle est en surcharge pondérale, etc., si elle est en surcharge pondérale et dénutrie, etc. Donc on a commencé par une grande démarche nutritionnelle sur nos résidences EHPAD pour lancer justement tous des groupes de travail, avec aussi un groupe de travail, moi qui m'a aussi particulièrement intéressé, qui est intéressant dans le cadre de cette table ronde, c'est celui justement de l'éthique de l'alimentation et de l'accès justement au bien-être et à l'alimentation plaisir dans nos EHPAD. Parce que finalement, dans tous les établissements à l'heure actuelle, on parle de la bientraitance. Alors vous avez tous des formations éthiques, des formations bientraitance, vous avez tous des formations projets personnalisés, mais finalement, est-ce qu'on arrive jusque à l'alimentation personnalisée dans le projet personnalisé? Est-ce qu'il y en a chez vous qui avons jusque-là? Je serais très intéressée, moi, dans la salle. Ben, chez vous, ben, oui, mais c'est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de résidences où on n'arrive pas jusqu'à vraiment, je veux dire, une alimentation
où on arrive à personnaliser. Je ne vous parle pas du recueil des goûts et des goûts hein, qu'on fait tous et qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours adapté. Et j'ai recherché la définition de bien-être. Et j'ai trouvé une jolie définition. C'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. Besoins physiques et absence de soucis. Oui, j'étais étonnée. Voilà, si on considère que les neurones font partie sont la cible de réception des besoins peut-être, mais sinon ça paraît un peu. Enfin, c'est les dictionnaires. Hein, oui, non, mais je quand ils ont été écrits et surtout quand ils ont été recopiés. Bah, au moins, ça dure des générations et des générations. Au moins, c'est une sensation agréable. Ouais. C'est déjà bien. Satisfaction. Voilà. Et ce qui nous a surtout frappé, c'est vrai quand on a lancé cette démarche nutritionnelle, donc on est allé dans tous les établissements, c'est aussi que pour la plupart des résidents, le repas, en particulier en EHPAD, ça reste le dernier moment de plaisir. Ils attendent tous le repas, et donc il faut arriver à la fois à leur procurer le plaisir d'être à table et le plaisir dans l'assiette. Et c'est ça un petit peu tout le challenge que l'on a dans notre démarche, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde. Donc on en a beaucoup discuté toutes les deux. On a rencontré beaucoup les mêmes écueils, c'est souvent des problèmes de communication. Quelquefois dans certains établissements, on a juste servi de médiateur entre toute l'équipe de soins, l'hôtellerie et le chef. Quelquefois, ils ne se parlaient absolument pas. Donc, personne ne connaissait les attentes, entre guillemets. Le chef ne pouvait pas comprendre ni les prescriptions, ni les attentes des résidents. D'accord. Donc, on va continuer à faire un petit tour de table parce que là, on est en train de poser les conditions concrètes de ce qui peut ressembler selon les définitions au bien-être. Je sais que Jean-Luc ne veut pas parler, mais je vais l'y forcer, mais je suis sûr qu'il arrivera à le faire. Ce qui est le bien-être dans ces établissements pour lui. Et puis après, je ne veux pas qu'on perde de vue que notre débat, et je pense que sur ma droite, on sera bien d'accord, on a beaucoup parlé des conditions de déploiement de ce bien-être, mais c'est en notion de droit. Un droit, et souvent, enfin moi j'ai une très petite notion juridique, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'y oppose au droit. Donc je pense, je ne dis pas qu'on va le traiter sur un angle juridique, bien que, mais je pense que c'est ça dont il faut qu'on parle si on veut enrichir un peu plus dans cette troisième table ronde. Donc, le bien-être pour Jean-Luc Gratelou. Donc, Laurent m'a présenté tout à l'heure. Donc, je suis directeur de 2 établissements, une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes avec un gros handicap, des personnes polyhandicapées, et puis les Iris, où vit Raymond, Laure, où là aussi on a un panel de résidents, tous différents les uns que les autres, avec une particularité, c'est qu'ils n'accèdent pas à la communication verbale pour certains. Alors Raymond a pu faire un témoignage au nom de tous ses copains et de ses amis de la maison, mais tous ne peuvent pas s'exprimer oralement ou n'ont pas forcément la capacité à s'exprimer. Et il faut qu'on arrive à lire, à comprendre, à observer si le bien-être est là et si bien-être il peut y avoir. On a eu le témoignage de James. En tout cas, notre objectif d'équipe, et moi je suis garant de ça en tant que directeur et au nom de l'association, c'est de tout faire pour qu'on tende vers ce bien-être de la personne. Parce que notre philosophe à cette table faisait référence à chacun, à sa représentation du bien-être et recherche son propre bien-être. Donc là est notre travail, en lien avec les résidents et les familles, qui sont les premiers experts, ne l'oublions jamais, de la nutrition. C'est les familles qui nous ont nourris les premiers, au début de notre vie. Et c'est important de les écouter, d'entendre leur expertise, et après, bien souvent, prendre le relais derrière eux, parce qu'on a un rôle de répit et aussi de relais, et faire un environnement, parce que ça, c'est important à préciser, c'est leur maison. C'est-à-dire qu'ils ne font pas qu'un passage, ils y vivent. Et moi, je suis garant en tant que directeur, au nom de l'association, que cette qualité de vie, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est toute une vie. Et c'est là où il faut énormément d'humilité. C'est pour ça que je tenais pas forcément à prendre la parole, parce que je crois que c'est les résidents qui s'expriment et il faut qu'on les écoute. Ce que j'entends, c'est un bien-être, c'est centré sur l'individu avec un contexte qui lui permet d'exister et dans une certaine continuité. Je sais pas si... Et une dynamique. Ouais. Une dynamique qu'il faut toujours soutenir parce que la souffrance, je crois qu'on peut le dire, James, elle n'est pas facile à vivre tous les jours. Et il faut essayer de soulager dans tous les moments possibles. Et le repas et tous les moments conviviaux, Raymond, on a des bons moments de partage, des bons casse-croûtes. Voilà. Et puis le jardin, toute la vie qu'il y a autour avec nos cuistots.
J'en parlerai tout à l'heure en D'accord. 2 mots, l'importance des cuistots dans nos institutions. Ok. Alors je fais un petit peu d'équilibrisme pour faire réagir Gilles Fumet sur le bien-être, dont on parle souvent à propos d'un animal bizarre dont l'appellation a été prononcée plusieurs fois ici et qui l'avait un peu gêné, c'est le consommateur. Parce que le bien-être du consommateur, ça, on apprend ça dans les écoles de marketing, etc. Et consommateur, il semblait que c'était pas un terme qui était évident dans ces lieux. Hein. Donc je te fais un peu c'est un peu alambiqué. Non, effectivement, je suis sidéré qu'on utilise ce mot de consommateur qui vient de consommer, qui veut dire détruire. Donc nous serions des mangeurs. Moi j'appelle les mangeurs, c'est ceux qui mâchent et qui avalent. Donc c'est exactement l'opération que nous faisons quand nous mettons dans notre corps donc cette nourriture. Et depuis les années 60, j'ai remarqué ce glissement sémantique là, on a appelé ceux qui mangent des consommateurs. Voilà. Et les consommateurs, donc, ce sont des gens qui détruisent. Donc là, je suis vraiment impressionné par cette capacité que nous avons à dévaloriser ce qui, justement, et vient d'être dit, c'est que l'alimentation, et qu'on a dit ce matin, c'est la relation, c'est le plaisir, c'est tout ce qu'on veut, voilà, mais qu'on ramène à un acte qui est celui de consommer, hein, c'est-à-dire, en gros, des animaux qui suivent un déambulateur dans lequel il y a un panier, et qui mettent dans des produits qu'on leur a demandé de mettre par la publicité, vous voyez, qui vont se faire vider les poches à la caisse et qui vont ensuite se poser des questions de savoir pourquoi ils gaspillent 30% de ce qu'ils ont acheté. C'est une catastrophe, ce modèle. Hein. Je crois qu'il faut quand même qu'on revienne là-dessus et qu'on se dise que le mangeur, c'est vraiment celui qui pense véritablement qu'il fait quelque chose de particulier. Il y a quelques années, j'ai fait une enquête dans une université américaine. C'était au moment des bombardements en Syrie, et il y a 5000 étudiants là-dedans, et donc cette université, elle a la particularité, comme la plupart, d'avoir 3 restaurants, un restaurant haut de gamme, moyen de gamme et fast-food, 3 restaurants qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me suis levé souvent à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour voir s'il y avait des gens qui mangeaient, et il y avait toujours des gens qui mangeaient. Et donc on était une bande de Français là, et on a fait une enquête pour dire mais est-ce que vous êtes content de cette proposition au moment où les gens regardaient aussi à la télévision des gens qui se faisaient massacrer par des bombes. Donc, eh bien, la grande majorité, on était, je crois, dans les 2 tiers, des gens n'étaient pas contents de leur proposition alimentaire. Et alors, on avait quand même dans le questionnaire, on avait mis quelque chose, on avait demandé l'origine des gens, etc. Et on avait demandé, êtes-vous amoureux? Êtes-vous en couple, amoureux, vous voyez? Et on s'est aperçu, en croisant cette donnée-là, que tous ceux qui étaient amoureux trouvaient que c'était bon. Voilà. Et que donc, non mais il y a des biais, si vous voulez. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous voyez, si on enlève consommateur et si on met mangeur et qu'on fait allusion à tout ce que mon collègue a dit, philosophie, hein, et ces injonctions qu'on a, on n'a pas du tout ce mouton à 5 pattes qu'on cherche par des statistiques qui viennent d'on ne sait où, d'enquêtes qui sont souvent bâclées, et puis comment dirais-je, d'évaluations qui sont impossibles. La plupart des enquêtes, mais c'est impossible de pouvoir en tirer quelque chose qui soit important. Donc voilà, je voulais remettre les pendules à l'heure parce que je trouve que vraiment, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on nous demande à nos chercheurs, hein, qui est de comprendre au fond qu'est-ce qui va pousser des gens à manger plusieurs fois par jour, et pas seulement qu'est-ce qui va leur faire plaisir. Voilà, mais qu'est-ce qui répond à leurs attentes? Moi, je pense que quelqu'un... Par exemple, tout à l'heure, on a dit « Ah, mais on n'aime pas quand les gens disent « c'est pas bon ». Mais c'est pas bon, c'est pas un problème. C'est pas non plus... Si c'est un problème, si vous avez constaté que dans votre EHPAD, c'est toujours la même personne qui dit « c'est pas bon », non, parce qu'il y en a toujours comme ça, c'est pas grave, donc le problème est réglé.
Voyez, et puis ensuite, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si vous êtes en forme, ben c'est bon, et ce qui n'est pas bon un jour est bon le lendemain. Enfin, je veux dire, vous voyez, mais dire, ah mais là, tant de pourcents de personnes disent que c'est pas bon, donc ça doit nous alerter. Vous voyez, voilà, je crois qu'il faut quand même qu'on refasse un peu les choses correctement. D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est que ici, de toute façon, ici, et depuis ce matin, même si ce mot consommateur a été maladroitement, je ne sais pas, enfin... fortuitement prononcé, on parle de mangeurs, et de mangeurs qui ont des besoins particuliers, qu'il faut, ça a été beaucoup dit, chercher à individualiser avec des limites. Yves, vous m'avez parlé de cette notion montante de droit subjectif. Donc, parce que je pense que c'est ça dont on doit parler, c'est-à-dire quels sont les droits auxquels on peut prétendre, et quelles sont les limites concrètes, législatives, politiques, auxquelles on est en train de s'affronter. Et tous les gens de bonne volonté qui sont ici, au-delà des préoccupations quotidiennes, hein, que j'entends bien et qui sont l'essentiel, ce qui les permettra d'en avoir moins et d'avancer, c'est certainement de mieux comprendre les limites qu'on peut repousser de ces droits avec... voilà. Alors, je vais répondre sur le droit au bien-être, supposé droit au bien-être tout de suite, mais je rebondis sur ce que dit M. Fumet, qui est très juste. Comment évaluer des besoins subjectifs? Voilà, alors il y a des évaluations possibles. Une certaine science, hein, le chercheur de CNRS est parti, donc on peut en parler, mais une certaine science aujourd'hui a besoin de chiffres pour être financée, il faut le dire, hein, elle a besoin de chiffres précis pour obtenir des financements. Si vous allez avec une étude qualitative sans chiffres, on ne la financera jamais, d'accord? Donc il faut trouver des chiffres et on y va avec des approximations. Effectivement, calculer, alors je ne sais pas ce que c'est un calcul possible du bien-être, c'est du déclaratif, hein, bon. Calculer le bien-être, c'est très très compliqué. Alors je ne vais pas revenir sur la direction du bien-être, mais les Américains, vous savez, c'est un mouvement de marketing aussi. Aujourd'hui, le manager ne s'appelle plus manager, il s'appelle Chief Happiness Operator ou un truc comme ça. C'est celui qui apporte le bonheur aux troupes. Alors les troupes ne sont pas toujours contentes du bonheur qu'il apporte, mais vous voyez, c'est quand même, il faut pas se leurrer. Il y a quelque chose de l'ordre de la tyrannie du bien-être, hein, comme dit, pour détourner une phrase de Pascal Bruckner sur la tyrannie du plaisir. Mais pour revenir au droit au bien-être, moi je suis assez effectivement choqué, comme beaucoup de juristes sérieux, je dirais, par ces droits-là. Vous voyez, le droit à la procréation, le droit à l'enfant, ça n'a pas de sens. Le droit au bonheur, ça n'a pas de sens. On parle de droit à la sexualité aujourd'hui dans les établissements handicap. Droit à la sexualité, alors il faudrait traiter tous les frustrés de la planète aussi, pas juste les handicapés. Non mais c'est vrai. À une réunion, j'avais vu quelqu'un qui, à mon avis, parlait d'un vécu personnel, qui disait « Ah, si eux ont droit à des aidants sexuels, alors pourquoi pas moi ?» Bon, de manière assez sincère, j'ai trouvé ça assez émouvant et inquiétant à la fois. Mais si on parle de droit au bien-être, qui dit droit dit obligation. Donc du coup, il y aurait une obligation à être bien dans sa peau. Et si je suis un vieux qui veut juste déprimer dans son coin, est-ce que j'ai le droit de déprimer ? Sincèrement, on parle beaucoup par ailleurs de la dépression du sujet âgé. On parle de plus en plus des suicides qui sont en grande croissance, en forte croissance, vous savez, des personnes âgées. Alors, si on conçoit l'EHPAD de manière un peu naïve comme et c'est le cas de quelques EHPAD, vous savez, on propose des activités un peu village de vacances, hein, bon. Moi, j'ai vu des séances de lambada dans des EHPAD. Autant dire que les gens étaient un peu dépassés. Alors, il y avait un papy de temps en temps qui était intéressé, mais les autres étaient quand même dépassés par le rythme et par la rapidité de la chose, et inquiets, angoissés, crispés sur leur fauteuil. Mais voilà, si on a cette idée qui est dans l'air du temps, mais qui est... C'était pas en Belgique, hein. C'est pas en Belgique, c'était en France, qui sont poussés à... Enfin, il y a une idéologie, il faut en être conscient. Hein. Je veux dire, nous, les philosophes, on est un peu cyniques, un peu critiques là-dessus, mais il y a des idées qui sont dans l'air du temps et qu'on reprend. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un disait, moi aussi, j'aimerais perdre du poids. Voilà, c'était le professeur Fontaine, je pense. Pourquoi c'est devenu un mécanisme? Vous voyez, tout le monde veut maigrir aujourd'hui, systématiquement, tout le monde, même ceux qui n'ont pas besoin de maigrir. Bon, donc voilà, c'est des injonctions. Et quand on parle de droit au bien-être, je pense que ça génère une pression insupportable, vous voyez, sur certains qui ne sont pas bien dans leur peau, ils disent « je dois être bien dans ma peau ». Voilà, donc le bien-être, c'est une valeur, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, je ne veux pas qu'on se méprenne sur ce que je dis, mais de là à ce que ça devienne une injonction, un devoir, parce que qui dit droit dit devoir, c'est... Gilles Fumet voulait réagir, et puis après,
Moi, je vais juste remettre une petite couche sur le... Parce qu'on a parlé des personnes âgées plusieurs fois aujourd'hui, en disant les pauvres, vraiment, il faut s'occuper d'eux, effectivement, leur faire danser la danse des canards pour qu'ils soient heureux. En fait, moi, je ne comprends pas qu'on recourt pas assez suffisamment aux anthropologues pour expliquer qu'est-ce que c'est que vieillir. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Est-ce que quelqu'un qui décide, je ne parle pas de ceux qui décident pas, mais de ceux qui décident d'entrer dans un établissement de retraite parce que il n'a pas envie de s'emmerder avec son jardin, parce qu'il a plus envie parce qu'il a envie d'être tranquille, est-ce qu'on lui a demandé si vraiment la vieillesse était, comme disait De Gaulle, un naufrage? Mais c'est pas un naufrage pour tout le monde. Mais inversement, moi j'ai eu la chance de vivre, ou la malchance de vivre avec mes 4 grands-parents qui sont morts à 100 ans, les 4. Voilà. Et en bonne santé en plus. Mais de temps en temps, c'est je voudrais bien mourir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors on essayait toutes sortes de choses, vous voyez. Alors à un moment, ils arrêtaient de se nourrir, et puis après l'autre, comme ils étaient en plus en couple, donc vous voyez. Et j'ai vu de mes propres yeux ce que pouvait être pour certaines personnes à un moment, parce qu'on a le droit de déprimer quand on a 95 ans, avoir envie de mourir. Et puis, ne pas avoir une infirmière devant soi qui va nous dire « Ah, mon petit monsieur, il faut arrêter de maigrir, de vous dénutrir. Foutez-nous la paix. » Vous voyez, donc, non, vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'on est sur des modèles théoriques complètement à côté de la plaque. Et moi, j'ai beaucoup aimé ceux qui disent « Le terrain m'a dit ça, le terrain, c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. » Et je crois qu'il faut qu'on ne perde pas la tête là-dessus, et qu'on fasse attention lorsqu'on utilise des mots comme vieillir, comme grand âge. Je vais vous raconter une dernière histoire. Il y a quelques années, je vais au Japon avec mes étudiants, et à côté de la gare de Tokyo, on savait ça parce qu'on allait faire une enquête sur Fukushima et la nourriture à Fukushima. Il y avait des personnes assez âgées, enfin disons 70, 80 ans, qui faisaient la queue dans un petit magasin et qui venaient acheter des algues Fukushima, des algues césium. Alors on fait l'enquête, on dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez acheter des algues qui sont radioactives et qui vont vous donner le cancer. Alors, voici les réponses qu'on a eues. 1. On est solidaire des gens de Fukushima, il faut les aider, les pauvres, ils ont des algues, il faut payer. Et deuxièmement, comme vous l'avez vu, nous sommes âgés, et le césium, ça va nous donner le cancer dans 30 ans. Eh bien, ça va nous arranger. Vous voyez, nous avons suivi l'activité. Alors évidemment, on va dire que c'est des Japonais, ils sont complètement cinglés, mais ils ne sont pas plus cinglés que des gens qui, vous savez, qui mangent le fugu, pas le fugu, ou nous qui allons chez le nutritionniste et qui dit il y a une chose, madame ou monsieur, que je veux que vous ne mangiez pas, c'est du chocolat. Mais manque de peau, le nutritionniste, il est au-dessus d'une pâtisserie. C'est pas du patriotisme, parce qu'ils savent qu'ils sont une nation très âgée. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ça pour dire que c'est paradoxal, c'est compliqué, c'est tout à l'envers, vous voyez. Et restons en demandant à des anthropologues, des philosophes, d'intervenir plus souvent pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Voilà. Alors moi, j'ai fait une petite incise, j'ai ma petite anecdote aussi, ça permettra à Dr Catherine Alvan de... Parce que je trouve que là, à droite, ils vous ont mis dans une nasse. Voilà. C'est-à-dire que vous... Non, mais je vais faire un petit insert qui illustrera la problématique qu'il y a autour de... Alors, on va se recentrer bien sûr sur le bien-être alimentaire. Parce que votre job, c'est quand même de le faire exister, ce bien-être. Moi, ce que je peux pointer, et je compléterai ce que dit Yanis, pardon, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Yanis aussi, et du coup je pensais qu'il ne pouvait pas y en avoir 2 sur Terre, donc c'est pour ça que je vous ai appelé Yves, je suis désolé. Donc j'ai fait l'année dernière j'ai participé à une série de conférences bien-être et performance chez Vivendi. Les gens de Canal+ n'ont même pas voulu venir, ils ont dit vous foutez de notre gueule en ce moment. Et donc la question par rapport au Chief Happiness de Google, c'est est-ce qu'on s'autorise à mettre bien-être dans le monde économique, dans le monde qui veut avancer, qui veut vieillir, qui veut toujours plus, à condition qu'il y ait de la performance. C'est-à-dire que, est-ce qu'on crée les conditions, je vais peut-être un peu loin, mais vous aurez le droit de corriger, à condition que ça permet de vieillir loin, parce qu'on a le droit, mais peut-être le droit de mourir aussi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une performance pour qu'on ait au bien-être, ou le bien-être, c'est pas un objectif en soi qui est tellement naturel qu'on n'a pas besoin ni de le nommer, ni de le signifier, mais ni de le légiférer.
ni de le rechercher en soi, puisqu'il fait partie de la vie, à condition qu'on s'y penche individuellement. Ce qui nous ramène aux vrais droits subjectifs, ceux qu'on s'accorde soi-même. Voilà. Donc c'était pour dire que des fois il y a des contradictions. Alors, Google, ils ont l'air de mieux assumer, parce qu'ils promettent le bonheur, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'être performant, de manière, vu comment ils bossent, ils ne se posent pas la question, mais ils ont bien réussi leur coup de coup. Donc vous avez une... Pour le coup, il y a une double injonction, c'est-à-dire que c'est un bien-être qui est celui... ce droit dont on est en train de parler, c'est-à-dire qui doit contenir certainement pour partie, vous nous direz ou pas, le droit de mourir dans la dignité, le droit de mourir de plein de façons, dénutri éventuellement, et puis la nécessité de soins, donc d'apporter un bien-être quotidien. C'est comme dans l'altruisme, Mathieu Ricard dit très bien, il y a une partie de l'altruisme qui est fait pour éteindre le malaise qu'on a soi, ou voilà, enfin, je vous emmène un peu loin, mais voilà, je voulais ouvrir le débat là-dessus, pour l'amener sur cette notion de droit, d'injonction, etc., du point de vue des soignants que vous êtes. Ça va être difficile de repartir après des considérations si philosophiques sur un terme qui s'appelle le bien-être. Enfin, voilà, je pense qu'en me nommant directeur bien-être et soins, on n'a pas pensé à tous ces côtés très, très philosophiques d'une terme de bien-être. C'est vous qui avez choisi le terme? On a choisi le terme en collaboration, mais plus dans la vision de nos personnes âgées dans les EHPAD et d'avoir un directeur pilotant un projet d'accompagnement de la personne âgée au mieux de ce qu'on peut lui apporter. Donc c'est sûr que mon métier d'origine, médecin, c'était d'apporter du soin, et on sait très bien que nos personnes âgées en EHPAD, on ne les soigne pas, puisque soigner veut dire guérir, et qu'on ne les soigne pas, on prend soin. Et de la même façon, on n'a pas d'injonction à leur apporter du bien-être, on veut juste associer l'ensemble des équipes pour accompagner au mieux nos résidents. Donc le droit à l'accès au bien-être alimentaire, si on revient, parce qu'on ne va pas être sur le bien-être, parce que sinon... bien-être alimentaire, c'est aussi la personne âgée, on l'a vu depuis ce matin, je dirais presque de façon normale et dénutrie à partir d'un moment. Il y a une perte musculaire, on ne va pas se battre sur ça. Nous, on se bat sur les causes de dénutrition aiguë, les causes de dénutrition qui entraînent la spirale de la dénutrition et donc les complications des chutes, des maladies, etc. On ne va pas aller contre la personne de 95, 100 ans, la petite maminette qui fait 35 kilos et qui va continuer sa vie en mangeant 1200 calories. Notre rôle n'est pas de lui apporter 2000 calories et de lui dire manger, manger, manger. Donc c'est à chaque fois un paradoxe où on a presque une injonction des familles. Ok, les familles nourrissent, mais ils nourrissent, même à 100 ans, les enfants veulent nourrir leurs parents. Donc la petite compote de la fin de vie, on se bat aussi pour que la petite compote de la fin de vie, on ait le droit de dire à la personne qui ne veut plus manger, elle ne mangera plus, même si sa fille veut la petite compote. Donc c'est tout ça le bien-être alimentaire, c'est pas que vouloir lutter contre la dénutrition, qui est une fonction importante de notre rôle, parce qu'on rentre des résidents qui, pour des raisons X, Y multiples, polypathologiques, dépression d'entrée, etc., n'ont plus trop envie de manger, et on va peut-être un tout petit peu les aider à retrouver un plaisir à table. Donc tout ce qu'on a dit depuis ce matin, le rôle du chef, le rôle du plaisir à table, le rôle du goût, tout ça, on a le droit de le faire. Mais de la même façon, on est aussi garant de laisser le droit à la personne de ne plus avoir envie de manger, si c'est son droit ultime, et c'est la maladie française du glissement, parce que ça n'existe pas dans les autres pays, hein, ce glissement, ce syndrome de glissement, c'est un syndrome très français, mais qui est un suicide lent, et on a le droit de le laisser faire, et c'est à nous d'expliquer aux équipes que là, le complément nutritionnel de fin de vie, ça n'a pas de sens. Il faut donner du sens à nos pratiques, et associer bien-être et soins, c'est parce qu'on souhaite donner du sens, et que ça ne soit pas le docteur qui dise l'albumine est basse, donc on va traiter, ou que ça ne soit pas non plus une volonté de laisser faire parce que l'âge, la volonté, etc., fait qu'on laisse faire. C'est donner du sens à nos pratiques dans une prise en charge globale où on est encore, en tant que professionnel, un peu garant d'accompagner la personne au mieux et
peut-être encore quelques années, sachant que la durée de vie moyenne dans un EHPAD est de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, peut-être on a le droit de croire qu'on peut les emmener à 3 ans et demi ou 4 ans, voilà, et non pas diminuer leur temps de présence. Pourquoi un syndrome français, le glissement? Parce que c'est un syndrome médical qu'on appelle syndrome de glissement, qui est un ensemble de signes somatiques où globalement, le résident, il ne veut plus rien. Enfin, la personne âgée ne veut plus rien, elle ne veut plus manger, elle ne veut plus de médicaments, mais elle ne l'exprime pas vraiment. C'est pas de la dépression, on se laisse aller et ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et on ne le note jamais comme étant un suicide, mais c'est sa volonté de ne plus vivre. Et dans les autres pays européens, on l'appelle peut-être sûrement autrement, mais le syndrome de glissement, c'est très français. On dit que ça n'existe pas. Ça existe ailleurs, mais on n'utilise pas ce terme de la même façon. Voilà, mais quelquefois on le nie, et on a nos équipes qui ne veulent pas laisser la personne, qui luttent contre cette volonté pas forcément très exprimée, mais cette volonté que le corps dit « je ne veux plus vivre » et je me laisse doucement glisser vers la mort. Mais voilà, c'est aussi le droit au bien-être alimentaire, l'alimentation plaisir, 2 cuillères de compote et une petite fraise par jour, ben, si c'est ce qui rend heureux, c'est bien. Et Dr Cloric Blanchard, vous m'avez parlé votre mission de donner envie de manger. Donc, est-ce qu'en donnant envie de manger, sans parler de ses cas limites, je pense aussi, c'est-à-dire qu'on va retourner sur le résident lui-même, parce que finalement, en fonction du résident, il y en a certains où on va se battre pour leur redonner envie de manger, parce qu'ils ont une espérance de vie qui est en effet peut-être à 3 ans, 4 ans. Surtout, on va essayer de limiter les pathologies du vieillissement grâce à une nutrition adaptée. On va aussi limiter leur perte d'autonomie. C'est surtout ça, pour moi, qui est important, parce qu'il y en a certains qui ne savent pas que, par exemple, il faut manger par exemple, des protéines, donc parce qu'ils mangent grosso modo, ils aiment bien leur dessert, ils aiment bien leur soupe, mais par contre, ils ne vont presque pas toucher leur plat. Et rien que de leur expliquer que s'ils ne mangent pas suffisamment de protéines, ils vont aller puiser dans leurs réserves musculaires, et bientôt, ils ne pourront plus se lever et donc plus marcher, ils se disent « non, je ne veux pas perdre mon autonomie ». Donc, quelquefois, c'est juste une sensibilisation, c'est vraiment une adaptation donc, aux résidents. Pour revenir justement aussi sur le droit, parce que vous parliez justement de droit, donc il y a le droit à la nutrition, à l'alimentation, qui est un droit universel, qui fait partie de tous les droits de l'homme. Après, je pense aussi qu'il y a aussi le droit du résident en tant que citoyen et dans sa liberté de choix. Donc en effet, il y a la liberté de refuser l'alimentation. C'est pour ça qu'il y en a certains avec lesquels, justement, je me bats contre les équipes pour leur dire, mais laissez-le manger ce qu'il veut. Maintenant, on n'en est plus là. On ne se bat pas pour améliorer son statut nutritionnel. Là, on est juste lui donner ce qu'il veut, quand il veut. C'est de l'alimentation plaisir, au moment où il veut, c'est la fraise, c'est ce que la famille veut apporter, c'est ce qu'ils veulent. Et surtout, restaurer aussi, moi vraiment c'est une bagarre à l'heure actuelle, dans certains établissements, la liberté de choix. Parce que quand le résident arrive en EHPAD, bah, c'est un bouleversement complet dans son mode de vie et dans son mode d'alimentation. Et surtout, il se retrouve donc avec des menus, on en a parlé tout à l'heure, c'est surtout après avoir la possibilité de travailler sur la possibilité de donner des choix par des menus de substitution, mais qui se réapproprient le repas. Et donc, pour revenir aussi sur votre question, disons, vous vous battez donc en tout cas pour le statut nutritionnel pour certains, et puis pour d'autres, justement, pour accompagner le bien-être de la fin de vie. Là, en ce moment, par exemple, on est en train de développer tout un projet avec le Fonds de soins palliatifs sur justement les personnes qui, si ça se trouve, vont nous quitter dans 6 mois, qui ne peuvent plus profiter de la salle à manger, donc de la convivialité, de manger avec leurs amis, qui sont le plus souvent en chambre, mais qui peuvent encore manger, mais justement on en est dans l'alimentation de fin de vie. Et donc on a mis en place avec le Fonds de soins palliatifs ce qu'on a appelé l'instant gourmand, c'est-à-dire qu'on va venir avec une cuisine mobile, et ça va être le chef lui-même, et on organise avec toutes les soignants cet instant gourmand, où c'est lui, ou s'il peut s'exprimer, etc., ou sa famille, qui vont choisir ce qu'il aimait, juste pour partager dans la chambre un repas. C'est souvent ce qu'ils demandent, comme à la maison, mais quelquefois avec des ingrédients. Ça se trouve, ça sera une bouchée, 2 bouchées, mais essayer de lui donner du bien-être jusqu'à la fin.
Ça ressemble un peu au dernier repas de Jacques Brel, là, non? Non, parce que justement, non, parce que c'est pas un instant, c'est des instants gourmands, ça s'appelle l'instant gourmand. Mais en vrai, le pluriel n'est pas superflu, je pense. Oui, mais vous avez raison. C'est justement le fait, on peut le répéter pendant des mois, mais c'est tellement triste de manger tout seul dans sa chambre, dans son lit ou dans une table, que voilà, on essaye de les accompagner. Et surtout aussi, ça permet aussi aux soignants, pour lesquels c'est très dur de lâcher prise sur l'alimentation, sur le fait de ne plus pouvoir nourrir les résidents, quelquefois qu'ils connaissent depuis des années, que là au moins, ils se sentent utiles justement parce qu'ils vont préparer ces instants gourmands. Ouais. Moi, ce qui me frappe dans vos échanges, c'est la notion de rationalité. Là, il y a une rationalité qui est nutritionnelle. Tout ce qui relève du droit, c'est une autre forme de rationalité. Et puis quand on aborde le sujet, c'est beaucoup d'instinct en fait. Je sais pas comment on fait rentrer ça dans un projet collectif où ça a du sens pour tout le monde. C'était votre question de l'autre table ronde déjà, comment associer, concilier rationalité et rationalisation Oui, bien sûr, voilà. Non, mais c'est la vraie question à mon avis. C'est le vrai fil rouge de la journée, c'est-à-dire comment rationaliser ce qui échappe au rationnel, hein, effectivement. Ce qui est de l'ordre de l'envie, de l'appétit, du goût, on l'a vu, etc. Une remarque très importante qu'a faite Gilles à l'instant, c'est le manque de connaissances, y compris de soignants, sur le vieillissement. J'étais hier, je donnais hier une formation à Albertville à des soignants ASH, AS en EHPAD, justement, et ils ne savent pratiquement rien sur le mécanisme du vieillissement. Enfin, ils ont des formations incendie 2 fois par an, des formations sur les escarres, lavage de mains, en veux-tu, en voilà, formations assez infantilisantes d'ailleurs. Et ils ont des formations bien traitances, justement, sur tous ceux qui sont catalogués comme limite, bien entendu, qui viennent en précisant bien que ce n'était pas volontaire pour la formation. Bon, mais ils n'ont pas de formation aux différents troubles associés à la démence. Ils n'ont pas de formation sur les troubles du comportement alimentaire, enfin dans les EHPAD où je vais en tout cas. Et ils ne savent pratiquement rien sur le corps vieillissant. Le corps vieillissant. Et c'est les problématiques qui sont afférentes. Après, il y a dans certains EHPAD, hein, je ne vais pas généraliser bien sûr, mais dans certains EHPAD, on avait cette discussion hier, il y a une sorte de dogme qui est tout le monde doit être levé de son lit et assis. Et là, pour le coup, il y avait une résistance intéressante des aides-soignants qui disaient non, il y a une dame qui était mourante, on ne va pas la lever parce qu'il faut lever tout le monde. Et donc, ils ont refusé. Alors, ils étaient très fiers d'avoir résisté à l'injonction du cadre. Et la dame était effectivement décédée le lendemain, etc. Bon. Donc, pour dire que l'alimentation, c'est un sujet, pour nous tous, hein, nous avons tous des troubles du comportement alimentaire, enfin je parle d'abord pour moi, mais nous avons tous peu ou prou des troubles du comportement alimentaire, nous mangeons mal, pas assez longtemps, enfin, etc., etc. Voilà, c'est un mode de vie de notre époque, hein, on n'y échappe pas, on est des enfants de notre époque, mais la nutrition de la personne âgée, c'est encore plus complexe. Et alors je précise que je suis tout à fait d'accord sur la lutte contre la dénutrition, ça c'est aigu, et les troubles afférents. C'est une logique médicale qui est tout à fait audible. Hein, mais par ailleurs, la nutrition, ça se commande pas. On arrive à ça. C'est rationaliser. Ça me gêne un peu parce que je pense toujours à cette phrase de Spengler qui disait la rationalité organisatrice aujourd'hui a pris le pas sur l'organisme vivant. Les taux de l'organisation étouffent le vivant. Et c'est vrai que on part d'un bon sentiment, on veut rationaliser, il faut rationaliser. Quand on dirige une cantine, quand on dirige une restauration collective, on est obligé de rationaliser un minimum les process, comme on dit en français, etc. Mais effectivement, en rationalisant, on perd, et certains intervenants l'ont dit tout à l'heure, on perd le bon sens, tout simplement. Ce que j'entends dans votre remarque sur la formation, c'est qu'ils sont formés à ce qui engage leur responsabilité, mais pas là où il faut l'apprendre. Voilà, très justement, et jamais encouragé, sauf en parole, à prendre des initiatives, à faire preuve de créativité. Alors on leur dit gentiment, mais dès qu'ils essaient de le faire, on les recadre. Donc, pardon, une anecdote simplement, parce que ça m'a fait rire hier en venant ici, en venant à Lyon, avec une demi-heure de retard, bien sûr, merci la SNCF. C'était qu'on avait un repas prévu à la formation. Vous savez, les stagiaires sont invités gracieusement au self pour un repas formation, le formateur aussi.
Et la moitié des ASH, aides-soignants, infirmiers, ont refusé d'y aller en disant c'est dégueulasse, nous on va au Burger King. La vraie restauration collective qui plaît maintenant à tout le monde. Voilà, de la nutrition artificielle, comme je dis aussi parfois. Mais c'était pour dire effectivement que la cantine, et vous savez dans l'imaginaire français c'est très fort, la cantine c'est cette idée de c'est dégueulasse, on y va contraint forcé, c'est tiède, etc. Voilà, donc il y a ce rapport aussi, le revers je dirais... Voilà, le revers, je dirais, de cette organisation rationnelle et pas très raisonnable, c'est le dégoût le consommateur. Mais c'est vrai qu'on est passé, je suis un peu long, mais je termine, on est passé du mangeur, de quelqu'un, on citait Brillat-Savarin ce matin, de quelqu'un qui pouvait passer 9 heures à table, vous savez, les mangeurs du 19e siècle, c'était incroyable, à un consommateur solitaire, nourrir un acte citoyen. Aujourd'hui, je dirais se nourrir, c'est un acte solitaire, en général. Hein, ça devrait être un acte plus collectif, bien sûr, mais la nutrition est devenue un problème pour l'individu qui ne sait pas trop ce qu'il doit manger, ce qu'il faut manger, il y a cette pression orthorexique de ce qu'il faut manger, etc. Et par ailleurs, il y a ce souvenir, le plus souvent, je dirais, malheureux de la restauration collective. Du temps de Brillat-Savarin, pendant que lui passait 9 heures à table, les paysans passaient 12 heures dans les champs. Il ne faut pas non plus inverser le... moi, ce qui est sur cette idée de bien-être, mais de responsabilité et de risque qui se prennent dans l'établissement pour avoir cette liberté d'initiative qui te fait trouver des solutions concrètes. On l'a peu abordé, mais c'est quelque chose qui m'a frappé dans les témoignages qui ont été déployés dans cette journée. C'est pas évident à un moment donné. J'ai l'impression qu'on est parfois obligé de jouer un peu avec les lignes pour donner le meilleur soin d'une façon globale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? De prendre des initiatives, d'être créatif, dans les équipes qui sont au contact avec de prendre des risques. Oui, il faut prendre des risques tout le temps et mesurer bénéfice-risque. C'est-à-dire que on a dans la personne âgée étant ma spécialité, moi le handicap, on a quand même c'est tripartite. On a nos résidents, on a les professionnels et on a les familles. Les familles sont très partie prenante. Et le regard qu'on en porte, si on revient encore sur l'alimentation, la nutrition, etc., elle a beaucoup changé depuis... contrairement à ce qui se disait que rien ne change depuis 40 ans, ça a quand même énormément changé la vision que l'on a sur la nutrition et sur l'alimentation de nos personnes âgées. J'ai eu le plaisir d'accompagner une thèse de sociologie, qui n'est pas du tout dans mon rayon initial, sur alimentation, commensalité et vieillissement, comment on se comporte à table. Et j'ai appris beaucoup de choses au contact de cette jeune femme pendant 3 ans. Entre autres, en bibliographie, la réflexion qu'on a sur aujourd'hui la nutrition. Jusqu'aux années 60, la personne âgée était une personne non productive, donc dans nos hospices, qui ne s'appelaient pas encore maisons de retraite. On nourrissait parce que c'était un acte citoyen et républicain, il ne fallait pas les laisser mourir de faim, mais surtout pas trop, parce que comme ils ne produisaient pas, on ne pouvait pas nourrir plaisir, donc c'était la soupe, le pain, point. Depuis 1960, on trouve beaucoup de choses sur la nutrition aujourd'hui, avec le balancier qui est passé complètement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'études médicales, entre autres, qui disaient qu'il fallait la nutrition, 1,2 g de protéines par kilo, autant de calories, etc. Et on est passé dans l'excès où on ne parlait plus d'alimentation, mais on parlait de nourrir, enfin nourrir avec le sens médical, d'où les compléments nutritionnels dès qu'on a une albumine, voilà. Et aujourd'hui, on commence à mettre le balancier au milieu et à se dire, dans le cas de nos personnes âgées, il y a l'alimentation plaisir, l'alimentation réminiscence, ce plaisir d'être à table, mais pas ce dernier plaisir, ce plaisir de manger, parce que dans nos sociétés françaises, c'est très convivial et très important de manger ensemble. Et puis, il y a l'exigence sociétale d'être bien nourri.
Et c'est pour ça que sont arrivées plein de normes, et quand on est soutenu par des consultants ou des prestataires, on nous parle PNMS, on nous parle normes, voilà, lipides, glycides, voilà. On est obligé de rentrer dans ce truc. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une réflexion que je trouve passionnante, déjà d'une société qui n'a jamais existé, c'est les plus de 85 ans. On en a tellement aujourd'hui qu'on est obligé de se poser la question. Quel est le bien-être alimentaire entre 85 et 100 ans? On sait quoi faire avec les seniors. J'arrive dans la partie senior, je sais qu'il faut manger 5 fruits, 100 légumes, bouger, tout, machin. Au-delà de 85 ans, on ne sait pas trop encore si les normes établies aujourd'hui sont les normes qu'on a besoin. Et du coup, cette obligation aujourd'hui, parce qu'on a 70% de nos résidents dans nos EHPAD qui ont plus de 85 ans, d'inventer le plaisir alimentaire, d'inventer le plaisir à table, qui n'est pas forcément ce que la norme nous dit de lui donner à manger, 2000 calories par jour. Voilà. Et ça, c'est la prise de risque qu'on prend aujourd'hui dans nos EHPAD, qui ne sont pas toujours compris ni par les familles, ni par les tutelles, parce qu'il y a des normes, des obligations. Quand on n'y répond pas, on se dit c'est pas bien. Et on a des familles qui ont été un petit peu, qui sont à l'écoute des médias et de la société, et de dire que voilà, l'EHPAD, elle fait des économies sur les repas, c'est là où on fait des économies, etc. Donc oui, on prend des risques quand on réfléchit à un bien-être alimentaire qui était jusqu'à là encore 5 ou 10 ans pour être large, normé par juste une vision de nutrition. Voilà, qui déresponsabilise. C'est ce que je voulais dire, c'est le lien. Je vais les recadrer. Après, je vais donner la parole à Gilles. C'est par rapport à la remarque de Yanis qui disait on forme à l'alerte incendie. Je crois que c'est ça l'exemple. Donc ça, une fois qu'on a fait l'incendie, c'est réglé, on sait comment éviter le feu dans la maison. Par contre, sur l'aspect vieillissement, nutrition, on pourrait se contenter de dire on fait tout bien dans les cadres, c'est ce que vous disiez, jusqu'à il y a 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans la prise Mais une journée comme aujourd'hui, et le public et les relations informelles qu'on a pu avoir quand on se cause, on voit bien qu'on est beaucoup à réfléchir à ça. Beaucoup dans le médico-social, peut-être encore plus que dans le sanitaire, qui avons cette réflexion depuis quelques années à apporter un bien-être alimentaire et une alimentation soin. Les deux associés, sans faire la différence entre les deux, mais apporter les deux. Et on réfléchit beaucoup dans nos maisons, puis il y a beaucoup de choses super intéressantes qui pourraient être beaucoup plus benchmarkées et mis en avant, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans partout. Je vais donner la parole, Gilles. Et au-delà vous me dites, je crois que c'est vous ou c'est le professeur Fontaine qui me disait qu'au-delà de 85 ans, en fait, on a assez peu d'études solides, parce que les cohortes sont difficiles à appréhender. C'est surtout que c'est la première génération, là, dans les années 2000-2010, où on a tant de personnes. On en a 1,5 million maintenant, on en aura 3 millions en 2030. Et c'est enfin, on peut les étudier. Oui. Parce qu'avant, c'était... Donc ça, c'est une vraie motivation des chercheurs à bien les mettre en vie. Vous voyez. Au moins, vous faites progresser la science, qui ferait plaisir à... Voilà, et on a besoin de ces chercheurs. Voilà, on a besoin de ces chercheurs pour nous aider à avancer. Voilà. Moi, j'ai un cours à l'université à la Sorbonne, où ils sont 500 personnes sur les 17 000 inscrits d'université. Et donc, cette année, le cours, c'était l'alimentation, quel casse. Et donc, je faisais, comme on fait tous, je disais, bon, mais rassurez-vous, les industriels ont vraiment bien pensé les choses. Et je citais le cas de Nestlé qui avait donc mis au point de la nutrition infantile, comme vous savez. Et j'essayais de montrer que la nutrition, il l'appelle pas sénile, mais c'était en fait l'autre bout de la chaîne, si vous voulez, reprenait les mêmes choses, et qu'au fond, la compote et les yaourts du bébé, avec un marketing chez la personne âgée. Et quand j'attends le micro pour les questions, il y a une petite dame qui prend la parole et qui dit, voilà, moi j'ai 93 ans et je n'accepte pas que vous disiez, je dis, mais c'est pas moi, c'est Nestlé, que nous serions condamnés aux soupes et aux yaourts. Moi, ce soir, en rentrant, je vais passer chez mon volailler, et puis je vais manger ceci, et puis je vais manger cela, et comme je suis bourguignonne, je vais boire un petit verre de vin, voilà, etc., etc., vous voyez, et il dit, je ne veux pas manger un flambi comme notre président de la République en passé, enfin, vous voyez, elle a rajouté un peu d'humour, et donc on l'a félicité, tout le monde l'a applaudi, en demandant si on pouvait même s'inviter chez elle. Là, et ce qui m'a éclairé cette affaire, c'est que finalement, même nous,
dans la recherche, si vous voulez, voilà, on a besoin de penser que ça doit être comme ça et comme ça. Voilà. Et ça n'est jamais. Encore moins là. Et cette affaire, finalement, m'a permis, pour tous les cours suivants, de demander à des personnes de raconter leur repas qu'elles avaient fait avant de venir en cours. Vous voyez. Et c'était passionnant parce qu'on avait un sondage comme ça de gens que, par exemple, il y en a une qui a dit, ben moi, je vais vous dire manger, en fait, ce que j'avais prévu manger. Et puis, comme il y a eu une grève, j'ai pas pu faire mes courses, donc j'ai rien mangé. Mais vous avez l'air en pleine forme. Alors elle dit oui, je découvre le jeûne, etc. Enfin, vous voyez. Bon, tout ça, nous sommes constamment confrontés à des situations auxquelles nous ne pensons pas, voilà. Y compris d'ailleurs, et je pense y compris d'ailleurs dans le milieu un peu enfermé d'un EHPAD, parce que il y a toujours des incidents, il y a toujours des choses qui se passent. Et je pense que notre travail, c'est d'arrêter de faire des modèles, d'arrêter de faire des grands trucs, vous voyez, et d'apprendre à écouter et à adapter le plus possible. Ce que tu illustres aussi, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'est à partir du moment où c'est pas délégué à un tiers, l'alimentation, enfin c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça prend toute sa performance en quelque sorte. Après, c'est plus compliqué, quoi. Je pense que ce que tu as introduit aussi, c'est une chose sur laquelle je voulais faire réagir en cette fin de table ronde et de journée. Ça m'a frappé, moi, en interrogeant les uns et les autres pour préparer ces débats, que finalement, à traiter des publics sensibles, qui sont, on dit toujours, c'est comme on traite nos vieux, on voit l'image d'une société, enfin c'est un grand poncif, mais il est réel. Ces publics qui sont sensibles, ils obligent à de l'inventivité et à la prise de responsabilité, en permanence. Là où il y a, au contraire, pour le coup, de la rationalisation marketing sur tous les autres publics, y compris nos enfants. Je crois que vous parliez du bio, ça devrait peut-être rebondir. L'injonction au bio dans les cantines, dont on a eu la manifestation ce matin. C'est bon, à Lyon, on a 30% de bio, donc on est sauvé. C'est réglé. Le problème, c'est bon, statistiquement, c'est réglé. Donc c'est pour ça, je sais que le terme n'a pas plus rationalisation, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a l'air de s'opposer à une réflexion qui resitue au niveau de l'individu, de l'écoute de l'individu, les choix qui doivent être faits. Et au contraire, peut-être que le fait d'être constamment sur ces problématiques-là fait remonter des choses qui pourront peut-être s'agréger un jour. Donc, est-ce que c'est ce que vous disiez aussi, ça s'ouvre, quoi. C'est plutôt un propos optimiste. Je vous donne un micro. Moi, je pense qu'on est à l'heure actuelle, et je suis très optimiste, je pense qu'on est à un tournant à l'heure actuelle de la restauration collective et tout ce qui est alimentation et nutrition dans nos établissements. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de l'innovation culinaire extraordinaire à l'heure actuelle, les différentes sortes de cuisson, la cuisine moléculaire, la restructuration, etc., où on peut faire énormément de choses. On va passer aussi certainement par la revalorisation du chef, parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que les chefs n'est pas du tout assez respecté dans la restauration collective. Dans la restauration collective, mais parce qu'aussi il y a eu un problème de formation que j'ai appris l'année dernière, c'est qu'à l'heure avant, finalement, toutes les personnes qui arrivaient, grosso modo, dans la restauration collective, issues des études, IUT, BTS, je ne sais pas trop, etc., elles n'étaient absolument pas formées à la restauration collective. Il fallait être au niveau master. Et du coup, maintenant, il y a des écoles de cuisine qui vont se lancer sur la restauration collective. Il y a quand même un wagon de TER à raccrocher au TGV, parce que les grands chefs sont partis dans une version storytelling, travailler dans une école de cuisine qui forme sur ça, qui en fait crée un écart inaccessible entre les besoins qu'on a de faire la cuisine comme il a été dit Monsieur Piron, c'est-à-dire après choisir, il faut cuisiner, et ce que représente aujourd'hui la cuisine de façon totalement fantasmée pour le grand public, etc. On a vraiment un problème énorme, et un problème générationnel. Mais là, il y a une prise de conscience, et donc il y a des écoles qui se montent, qui vont s'ouvrir très prochainement, pour justement former les jeunes à la restauration collective. Parce qu'un jeune qui a été formé dans des restaurants, on va dire, classiques, qui arrive dans un restaurant collectif, pour lui, c'est un choc. Donc après, même comme il ne comprend pas, grosso modo, ce qui est le problème de la dénutrition, il ne connaît pas le problème de la nutrition des personnes âgées, donc c'est très compliqué pour lui
d'apporter du plaisir et de la satisfaction. Donc ça, moi, je pense certainement, de ce côté-là, on est à un tournant. Il y a un autre tournant à l'heure actuelle, et pour rebondir sur votre table ronde d'avant, c'est tout cette démarche RSE qui est en train quand même d'arriver dans le médico-social, où il y a déjà d'ailleurs des établissements qui ont fait énormément sur le gâchis alimentaire, et qui sont arrivés à la fois à fédérer les équipes, à créer vraiment, donner un sens du bien-être là, qui sont aussi certainement du bien-être aux salariés des différentes résidences, mais qui sont arrivés grâce à cette démarche à RSE, grâce à cette lutte sur le gâchis alimentaire, à remettre finalement de la qualité dans les assiettes. Ils arrivent à dégager une marge financière due à la lutte contre le gâchis. Et toute cette marge, bien sûr, c'est pas pour dégager de la marge pour la marge, c'est pour la remettre, pour acheter des produits locaux, acheter la pêche du jour plutôt que d'avoir des poissons surgelés, etc. Et je pense que cette prise de conscience, elle va beaucoup nous aider à apporter du bien-être alimentaire dans nos établissements. Ce que vous dites, et qu'on n'a pas évoqué, mais que j'ai entendu aussi, c'est qu'il faut repenser le coût global de ces actions-là. C'est-à-dire qu'on perd peut-être d'un côté, mais au final... Alors après, c'est quelqu'un qui n'est pas à la table ronde qui m'a dit, mais ça dépend quel comptable regarde Si c'est le comptable de la société, lui, il va trouver que c'est mieux de garder les gens en EHPAD que de les envoyer à l'hôpital, parce que ça coûte moins cher. Si c'est le comptable de l'hôpital ou le comptable de l'EHPAD, c'est pas sûr qu'il ait le même raisonnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis le comptable, c'est méchant pour les comptables. Oui, on va appeler le contrôleur de gestion. On aime bien, préfère taper sur les contrôleurs de gestion. Il y en a peut-être dans la salle. C'est vrai, mais après, c'est la volonté, quand on porte des projets, de se parler et d'expliquer. Je pense que c'est évident, j'ai eu la chance, je crois, dans mon parcours, d'être 3 ans directeur d'une maison. Donc j'ai été 3 ans directeur d'une maison sanitaire, et du coup j'étais plutôt hiérarchique, gestionnaire, administratif, et j'avais un petit peu abandonné 3 ans de la médecine, mais ça fait comprendre comment il faut travailler ensemble. Et sur tous les sujets, et sur ce sujet de l'alimentation, oui, c'est vrai que pour mieux apporter plus de plaisir et de bien-être, le produit est nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut à chaque fois manger comme chez Bocuse, mais il faut avoir un produit mieux, le jardin, les produits locaux, les produits frais, monsieur le disait, c'est quand même mieux quand ça vient de son jardin. Donc ça coûte un peu plus cher, mais on gagnera de l'argent. Un service frais aussi. C'est ça que j'ai compris. Voilà. Surtout... Et on gagnera de l'autre côté. Simplement, il faut oser enlever nos lignes pour avoir une vision plus globale. Ouais. Et on est quand même dans une fonction, quand on fait du budget, enfin de la gestion budgétaire en établissement, sur des lignes. Et la ligne alimentaire, elle ne se croise pas avec la ligne escar et le coût dépensement. Et donc, quand on arrivera à croiser tout ça... les gains, on les aura. C'est comme le gaspillage. Souvent, on entend, mais ça ne sert à rien, parce que de toute façon, je dépense toujours autant. Oui, mais si on jette moins, ça veut dire qu'on nourrit plus. Donc, oui, on ne fera pas d'économie. Du professeur Fontaine, le gain qui était pessimiste, du coup. Le gain n'était que de 10 centimes. Tout à fait. Il y a eu des études à date. Il y a eu des résidences qui ont pu faire des marges ils arrivaient à gagner au moins entre 50 centimes et 1 euro par jour et par résident, hein, ce qui est énorme. Moi, mon renvoi au sujet comptable était très optimiste, c'est de dire qu'il me semble qu'il y a une réflexion qui est en train de s'amorcer dans les gens que j'ai entendus, qui est de dire, regardons ça globalement pour pouvoir se redonner des leviers d'action humains, au sens plein du terme, pas juste en termes de ressources humaines, mais en termes d'action qui réintègre l'humain dans le soin et le soin, l'alimentation comme élément du soin. Il y a même des mariages de manœuvre comptables purs, c'est-à-dire qu'un comptable cynique peut regarder ça, on peut lui opposer, pour le coup, un espèce de bilan qui fonctionnerait dans bien des situations. Pour faire avancer certains projets, c'est vrai que moi j'avais pris les compléments nutritionnels qui ont un coût et qui sont sur une ligne, dans un EHPAD, sur une ligne qu'on appelle les DIM, les dispositifs médicaux, et l'enrichi. Les repas enrichis naturels sont sur la ligne du chef de cuisine. Mais un repas enrichi coûte 2 fois moins cher qu'un complément nutritionnel. Quand on a envisagé ça et travaillé ensemble, ok, je gagnais des sous pour le soin et j'en faisais perdre à l'hébergement, mais globalement pour l'établissement,
on avait gagné quand même quelques milliers d'euros. Donc c'est la voie. Mais il faut travailler ensemble. C'est sûr que si j'avais juste que la vision du docteur, je me serais dit, là, je fais une économie, tant pis pour les autres. Après, il faut expliquer, il faut faire de la... Donc je vous propose un dernier, je vais me taire parce que j'ai abusé un peu, dernier tour de table, en se remettant dans cette position de... Qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette direction que peut prendre ce bien-être alimentaire chacun, comment vous positionnez là-dessus, et bien sûr s'il y a un point qu'on n'a pas abordé, même règle, avant les questions, n'hésitez pas à l'exposer à l'audience. Alors c'est à peu près la réponse à la question. On a beaucoup entendu aujourd'hui que la nutrition, l'alimentation est un soin, un besoin vital, mais aussi un soin. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est un besoin spirituel, l'alimentation. C'est pas qu'un besoin vital. Monsieur Pierron l'a dit ce matin assez rapidement, mais il l'a dit. Il y a un texte, je vais vous recommander ce texte que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce que c'est un texte du bouddhisme zen du XIIIe siècle, le Tenzo Kyokun. C'est les instructions au cuisinier zen de Maître Dogen. C'est un tout petit texte qui est publié chez Folio, 2 €. Enfin, c'est pas cher. C'est moins cher qu'un repas en EHPAD, enfin qu'une journée, des repas d'une journée. C'est l'idée que, alors c'est de la religion, hein, c'est de la religion bouddhiste, on va dire, mais c'est l'idée que cuisiner, c'est la préparation qui est fondamentale, c'est pas la qualité des ingrédients, dit Dogen. Cuisiner, c'est une activité d'éveil. Alors pour celui qui cuisine, mais pour celui aussi qui regarde, comme les enfants regardent les autres cuisiner, etc. C'est une activité d'éveil, c'est un besoin spirituel. En faire un soin, c'est encore une manière finalement de faire l'alimentation une sorte de corvée, peut-être, si possible agréable, hein, comme il y a des corvées moins désagréables que d'autres, mais ça reste quelque chose de l'ordre de la contrainte. Voilà. Ça doit être beaucoup plus que ça. Voilà. Ce qui m'amène à une dernière remarque. Manger est aujourd'hui, je pense, très largement un plaisir, mais un plaisir coupable. Il faut déculpabiliser l'alimentation. On a parlé brièvement du véganisme ce matin, mais le véganisme, c'est une nouvelle forme d'ascétisme, c'est-à-dire en fait manger, au-delà du rapport à l'animal, etc. Manger, c'est abuser de la nature, c'est abuser des êtres vivants, on se sent coupable de manger en fait. Il y a une culpabilité métaphysique du mangeur là. Qui n'a jamais eu de culpabilité avant, qui mangeait discrètement. Pourquoi la prédation? Pour moi, voilà, on a dit tout à l'heure la prédation. La prédation en soi, si on prend la prédation animale, c'est une forme saine de nourriture. Le lion ne se pose pas 150 questions quand il dévore la gazelle. Hein. Il y va gaiement, enfin la lionne en général, mais il y va gaiement sans se poser aucune question. C'est nous les seuls animaux qui culpabilisons de manger, à cause de différentes normes, à cause de d'un rapport à quelque chose qui n'est plus justement de l'ordre de la nécessité, mais qui est devenu un plaisir, qui est devenu un luxe parfois, qui est devenu... On parlait de la gastronomie, de Ferrandi. Entre Ferrandi et le repas qu'on a dans les plats, généralement, tous les jours, à la cantine, pour avoir mangé à Ferrandi 2 fois, on peut le dire, il n'y a pas photo. Hein, d'un côté, on a la sublimation de la nourriture. Bria Savarin, la physiologie du goût est sous-titrée. Méditation, c'est une ironie, c'est une blague potache face à Kant. Il parle de gastronomie transcendantale. Vous voyez, la gastronomie devient quelque chose de transcendantal qui dépasse la sensibilité. Donc on peut partir de quelque chose qui est un besoin vital et en faire un besoin spirituel et surtout le déculpabiliser. Message d'espoir, non, non, le message d'espoir peut-être que j'ai, c'est que parce que j'étais 2-3 jours à Lyon, c'est qu'en fait, tous ceux qui... Il y a une génération, les nouvelles générations qui arrivent veulent changer notre mode d'alimentation industrielle, on va dire. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui, à mon avis, ressemble à ce qui s'est passé à la Révolution française, lorsqu'on a inventé les restaurants pour baffrer durant tout le 19e siècle, et après se rendre compte que c'était pas la solution. C'est du bouillon pour se restaurer. Oui. Restauré, mais c'était quand même passer les codes de l'aristocratie dans le restaurant bourgeois et passer des heures à table à refaire le monde et à tirer sur les tables tout ce que la France produisait dans les campagnes. On assiste à une vraie révolution et en fait la raison pour laquelle nous avons faire ce master à la Sorbonne, c'était justement pour aider des jeunes qui venaient nous dire « Moi, je voudrais
Je voudrais travailler dans l'alimentation, mais je ne sais pas trop quoi faire. Mais vous aimez quoi? Ben, moi, j'aime la bière, moi, j'aime ceci. Ben, est-ce que tu veux monter une brasserie? Ben oui, mais comment pour monter une brasserie? Voilà. Et donc, on accompagne des jeunes aujourd'hui dont aucun ne pouvait imaginer qu'il aurait un métier dans ce secteur. Donc là, je crois qu'on est, on est sur une très bonne voie. Voilà. On peut espérer. Voilà. Et puis, pour faire dans le registre spirituel, puisque j'en avais une ce matin qui m'est venue lorsque M. Piron a fait quand même sa très belle communication. C'était une citation de Berdyaev, qui était un philosophe russe, qui disait, c'est une citation que j'avais entendue étudiant, et je ne sais pas pourquoi, elle m'est restée dans la tête. Le problème, c'est à propos de la faim, parce qu'on fait souvent des conférences sur la faim dans le monde. Alors, vous savez, la faim, qu'est-ce qu'on peut faire contre la faim? Voilà. Le problème de mon pain est un problème matériel. Celui du pain de mon voisin, un problème spirituel. Voilà. Vous voulez, James? C'est quoi votre... Moi, je dirais que, avant tout, pour nos enfants, pour nos résidents qu'on a dans les établissements de l'ADAPI de la Loire, avant tout, il y a surtout la communication qui passe dans les établissements, et c'est ce qui, pour moi, est le plus important. Faire circuler l'information, que ce soit voilà, de parents, d'équipes éducatives et médicales, et des directions souvent, parce que la direction y fait pour beaucoup. Je crois que la direction compte énormément dans les projets qui peuvent se mettre en place dans l'alimentation de nos enfants, et ça c'est important. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut se centraliser et en même temps avancer tous ensemble. La direction de ce centre dira un petit mot tout à l'heure, à la conclusion. Donc, elle souhaite son tour. Raymond conclura, s'il veut bien, s'il est toujours d'accord pour dire un petit mot. Et puis, peut-être vos messages d'espoir de l'évolution de ce droit à l'accès au bien-être alimentaire. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais optimiste en pensant qu'on est à un vrai tournant. Donc, on a parlé de l'innovation culinaire, la démarche RSE. Il y a aussi tous les espoirs qui reposent sur le programme Renaissance, parce qu'on va peut-être arriver à réviser complètement les recommandations qui sont des carcans à l'heure actuelle dans le médico-social, et vraiment de parler de la restructuration de la journée alimentaire, des grammages, tout revoir en faveur du bien-être alimentaire et justement de la personnalisation. Et surtout, moi, j'ai beaucoup d'espoir aussi, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une journée extraordinaire. Je remercie EC6 et l'IFROS de nous avoir donné cette opportunité, et de pouvoir réfléchir tous ensemble dans le médico-social à toutes les pistes et les voies d'amélioration, qu'on puisse vraiment partager nos expériences. Et moi, je suis très, très favorable. Alors que si on peut, vous pouvez monter, je vous avais parlé, un think tank, quelque chose comme ça, mais qui puisse avoir, alors, sans être vraiment quelque chose, c'est surtout pour faire bouger les lignes et pouvoir parler ensemble, partager les expériences, mutualiser et avoir plus de poids, parce qu'on sera ensemble. La réflexion dans l'action. Voilà, on ne se connaissait pas hier, mais je pense qu'on a vraiment les mêmes visions. Voilà, c'est également ce même espoir, mais ce n'est pas un espoir, je dirais, vain et impliqué. C'est vraiment la conviction que les choses avancent en EHPAD ou sur la vision de la personne âgée, mais je pense que le handicap a la même vision et la même évolution, que l'accès au bien-être alimentaire, le bien-être devient, même si, après on joue sur les mots, mais la fonction première. C'est-à-dire qu'avant, on réfléchissait à la bonne nutrition, à la bonne alimentation. Là, on est sur le bien-être. Voilà, il y a nos chefs se forment, nos chefs sont convaincus qu'il y a une prise en charge particulière et qu'il ne faut pas juste cuisiner. Nos soignants, parce qu'on les a abordés aussi, qui sont beaucoup dans l'alimentation, parce que c'est elles qui servent à table, c'est elles qui ont le contact avec nos résidents. Et dans la plupart des EHPAD, c'est quand même 50% de résidents qui ne mangent pas normal, c'est-à-dire qui ne mangent pas à table classiquement. Il faut les aider à donner à manger, etc. Donc la place du soignant est importante. Et la formation du soignant à cette partie de l'alimentation, on en parlait encore en aparté, que c'est plus l'heure où on fait les pauses dans les organisations des EHPAD aujourd'hui. C'est pas entre midi et 1h que le soignant il va le manger. C'est fini. Voilà, c'est ce moment-là. Il faut qu'il le donne aux résidents, et il faut qu'on trouve des autres heures où pour lui il peut aller manger. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une forte évolution, et voilà, je ne peux que remercier aussi EC6 pour cette
cette initiative qui nous permet de travailler ensemble, et plus il y aura de colloques de ce sens, et plus on travaillera ensemble, et plus on pourra démontrer aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans nos maisons. D'accord, dont l'espoir que la réflexion collective se prolonge. Voilà, si les médias pouvaient prendre en marche et arrêter de faire de l'EHPAD bashing et dire qu'il se passe plein de choses dans les EHPAD, super. Alors peut-être s'il est d'accord, peut-être Raymond va nous donner un mot de conclusion. Moi, ce que j'aimerais demander à Raymond, c'est qu'est-ce que ça serait un bon repas demain pour lui. Qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il serait content d'avoir, qu'est-ce que vous seriez content d'avoir pour un bon repas demain? Au menu demain ou... Qu'est-ce qui me plairait? De manger. Tu aurais envie. Je sais pas quoi dire. Ah, c'est ma question qui est mal posée alors. Qu'est-ce que tu aimerais? C'est de la nourriture ou être avec tes copains, tes copines? Qu'est-ce qui te plairait? La nourriture plutôt. La nourriture plutôt. Mais quoi? Mais c'est souvent bon, de toute manière. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Que ce soit bon. Ouais. Bien préparé. Ouais. Quelque chose de votre jardin, peut-être. Voilà. Ouais. Un truc qu'on fait tous ensemble. Ouais. Ça va, ça? Oui. Bon. Est-ce que Christophe réalise tout ça? Christophe est en cuistot d'établissement. Voilà. Il y a un lien fort entre les résidents et le cuistot. Et le Ouais. médecin qui, dans les coulisses, nous disait tout à l'heure, s'il pouvait prescrire des choux à la crème, ça serait pas mal. Ah, Ouais. les choux à la crème? Ça serait bien, les choux à la crème? Ouais. Ça pousse pas dans le jardin, ça. Ça pousse pas dans... Justement, ça pousse pas dans le jardin. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut en manger. Bon, bah il faut demander à Christophe alors. Alors merci Raymond, merci pour être venu avec nous. Et puis on va s'arranger pour qu'il y ait les choux à la crème alors. Ça, Jean-Luc s'y engage. Donc après, il faut qu'il se débrouille. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'après il y a des mots de conclusion, mais bon, la table ronde, ça s'achève là.